Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire pour vous cette semaine, dans les monts Chic-Choc, le début du mois d'avril est synonyme non pas de printemps, mais de risque élevé d'avalanche. À Montmagny, l'entreprise humano-médicale investit 500 000 $ dans le futur complexe aquatique. À Joliette, un marathon de 24 heures de jeux vidéo pour soutenir 2 fondations qui soutiennent les proches aidants. À Forestville, le don d'un patient a permis d'aménager une salle de soins palliatifs. À Sébec, on veut bien vieillir chez soi. À Chandler, à la Villa Pabot, on souligne le 100e anniversaire d'une véritable bâtisseuse de la communauté. À Donnacona, à la Pointe-aux-Écureuils, ouverture d'un costumier communautaire. À Baie-Saint-Paul, le laboratoire vivant Le Potager souligne son 5e anniversaire. À Passepébiac, 33 équipes et plus de 350 joueuses de volley-ball au championnat régional scolaire. On commence l'émission avec Félix Chouinard de TVCO qui nous présente un reportage sur la technique de phytotechnologie utilisée à Petite-Rivière-Saint-François pour protéger les berges de l'érosion. Nous sommes au parc des riverains de Petite-Rivière-Saint-François. Ici, on utilise le pouvoir des racines pour combattre un phénomène assez répandu dans la région, l'érosion des berges. Moi, depuis que j'étais en place en 2021, c'est un sujet là, qui ressort auprès de la population, dans les conseils et tout ça. Il y avait des inquiétudes en lien avec l'érosion des berges, particulièrement ici au parc des riverains. Il y a plusieurs terrains qui se sont protégés là, avec de l'enrochement ou des choses comme ça, mais ici, on essayait de garder la plage naturelle pour donner accès à la population. Dans les 2-3 dernières années, entre 2022 peut-être et 2024, on voyait une accélération au niveau de l'érosion. Je ne sais pas si c'est à cause des grandes marées ou de l'effet des glaces, mais on voyait d'année en année, là, visuellement, on voyait là, les dunes là, qui partaient, le niveau de sable qui diminuait. Si l'enrochement est souvent la méthode de prédilection pour combattre l'érosion sur les berges du Saint-Laurent, les équipes de Petite-Rivière-Saint-François et du comité ZIP misent plutôt sur le génie naturel des plantes, la phytotechnologie, une pratique qui utilise des plantes vivantes pour notamment contrôler l'érosion. On voit pas le bas, là, parce que c'est tout enneigé, mais la phytotechnologie s'inspire du système naturel. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des plantes et des habitats qu'on retrouve naturellement dans la nature pour stabiliser, pour servir l'humain, mais moins fragmenter les milieux naturels comme l'enrochement peut le faire. L'enrochement, c'est une technique plus qui est utilisée par les ingénieurs pour avoir une assurance du succès. Mais dans la phytotechnologie, qu'on arrive en prévention, qu'on arrive à temps, c'est possible d'agir puis de retenir la berge tout en conservant un habitat intéressant pour les espèces et les humains aussi, d'un sens, parce que c'est plus agréable à la vue d'avoir un paysage végétalisé qu'un paysage enroché. En octobre, on a commencé de la plantation. Il fallait attendre que les plants de saule soient en dormance. Puis on a utilisé différentes techniques. Fait que dans la berge en tant que telle, dans le talus, on a installé des tiges de saule. C'est des boutures qui sont en dormance. Puis on en fait des lits. Fait qu'on en installe plusieurs très densément. Puis ensuite de ça, on les solidifie avec des matelas de coco pour s'assurer qu'ils tiennent bien tout le long de l'hiver, le temps qu'ils puissent s'enraciner. Puis en bas de talus, on a installé des fascines, puis des ballots de saule. Donc les fascines, c'est pas l'engin de pêche qu'on connaît ici dans le coin. Les fascines, c'est vraiment une manière d'entrelacer les boutures de saule encore autour de pieux. Puis on tient ça avec des broches très solidement pour s'assurer qu'elles puissent s'installer dans le substrat du sable qui est très
friable ici. En faisant l'usage de plantes vivantes et de la force de leur système racinaire, le comité ZIP est parvenu, en quelques années à peine, à créer une infrastructure naturelle pour contrôler l'érosion qui permet aujourd'hui de conserver les lieux dans leur état naturel. Le parc des Riverains, c'est un joyau pour Petite-Rivière-Saint-François et on voulait garder le côté naturel parce qu'on le savait que si on allait du côté d'un muret ou d'enrochement, c'était un peu une solution définitive. On avait aussi des limites à ce qu'on peut faire sur le bord du fleuve et pour le conseil, ça semblait la meilleure solution d'aller du côté du naturel, de miser là-dessus pour conserver le cachet parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est un beau milieu que les gens peuvent venir visiter. Si on a eu l'option de tout fermer pendant 3-4 ans, c'est sûr que ça aurait facilité les choses parce qu'on s'assure d'avoir une meilleure prise des plantes, on peut faire des suivis et tout ça. Mais là, l'objectif du conseil, c'était de quand même donner accès à la plage. En soi, l'idée, c'est vraiment de stabiliser la berge parce qu'année après année, les marées avaient l'opportunité d'arracher des grandes quantités de sable. Le piétinement faisait que les plantes avaient plus de difficultés à s'installer. Il y avait plusieurs sentiers accessibles, puis le sable se décrochait très facilement. Donc là, en installant les végétaux, on a déjà vu l'automne passé, donc après 1 an de la plantation, on a déjà vu des bons succès. Non seulement il y avait de l'ensablement, le sable était un peu plus pris à travers le sol, les matelas de coco, mais en plus, il y avait des plantes indigènes qui se sont installées. Le mois d'avril est synonyme de printemps pour les Québécois, mais dans les monts Chic-Chocs, ce début avril est synonyme de risque d'avalanche. L'équipe de la télévision de la Haute-Gaspésie nous explique comment l'organisme Avalanche Québec veille, depuis 1999, à la sécurité des skieurs. En fait, en fin de semaine, on a eu un petit retour de l'hiver. Donc, même si depuis le 20, c'est le printemps officiellement, les avalanches n'aiment pas les changements rapides. Puis là, en fin de semaine, on a eu un ajout de neige important un vendredi, une 20aine de centimètres. On a eu un redout samedi. Mine de rien, la chaleur aussi, ça peut être un facteur de déclenchement d'avalanche. Puis dimanche, on a eu jusqu'à 25, peut-être même 30 cm de neige supplémentaire avec des vents importants. Donc là, c'est vraiment la surcharge du manteau neigeux. La neige est accumulée trop rapidement, sous le vent aussi, avec l'effet de vent puis tout. Puis on a atteint une zone de rupture, si on veut, où le manteau neigeux n'avait pas eu le temps de stabiliser. Ça fait que dans ce temps-là, il faut juste laisser le temps à la neige de stabiliser comme il faut. Puis là, c'est juste arrivé trop rapidement pour que le manteau neigeux puisse encaisser tout ça. Okay. Ouais. Donc c'est vraiment lié à la tempête. On a eu 2 tempêtes en fin de semaine, donc on a eu des cycles d'avalanche qui étaient liés à ces tempêtes-là. Fait que c'est ce qui s'est passé, dans le fond. C'est l'hiver qui est revenu nous visiter le temps d'une fin de semaine. Le premier accident est arrivé dimanche, donc en cours de tempête, là, si on veut, au Mont-Lyell, une pente qui s'appelle les Baguettes. Donc, c'est 4 personnes, dans le fond, qui ont été prises dans une avalanche. Et puis, une de ces personnes-là qui a subi des blessures traumatiques quand même importantes aux jambes. Donc, nécessité une évacuation et tout et tout. Et puis, hier, sinon, lundi, on a eu un accident au mur des patrouilleurs dans l'ascenseur, donc la pente de montée habituelle. 3 personnes, cette fois-ci, qui ont été prises dans une avalanche. Les 3 ont été ensevelis partiellement. Mais il y a quelqu'un du groupe qui a été capable de se déterrer lui-même, déterrer ses 2 amis. Et puis, on a eu aussi des blessures traumatiques là, à une des personnes qui a dû être évacuée aussi. Je sais que les gens portaient de l'équipement de sécurité d'avalanche. Au niveau de leur connaissance, au niveau de leur lecture du bulletin, l'ont-ils consulté ou pas? Ça, j'ai pas d'informations malheureusement là-dessus. Mais je sais qu'il y avait l'équipement nécessaire pour aller en terrain avalanche. En fait, on peut pas vraiment faire de lien entre la recrudescence des utilisateurs d'arrière-pays, les skieurs ou les motoneigistes, puis la recrudescence des accidents, parce qu'il n'y a pas plus d'accidents qu'avant. Donc, on sait qu'il y a plus de gens qui vont circuler dans du terrain avalancheux. Il y a de plus en plus d'amateurs de ski là, depuis les 10 dernières années, mais on n'a pas d'augmentation des accidents.
Fait qu'au contraire, moi, ça me laisse plutôt comme indice que les gens sont probablement quand même bien informés en général, font attention. Chaque année, il y a des nouvelles personnes qui sont formées en sécurité en terrain avalancheux. Donc oui, on a plus de monde dans l'arrière-pays, mais ultimement, on n'a pas plus d'accidents qu'avant. Donc ce serait faux de dire qu'il y a plus d'accidents qu'avant parce qu'il y a plus de gens dans l'arrière-pays. On répète toujours, s'éduquer, s'équiper, s'informer. C'est-à-dire s'éduquer, c'est aller prendre des cours de sécurité d'avalanche. Il y a des cours de sécurité d'avalanche qui sont donnés pour les utilisateurs récréatifs, les utilisateurs professionnels aussi, mais ça c'est la base. Donc être capable d'avoir les outils pour reconnaître le terrain avalancheux, savoir lire le bulletin d'avalanche, la météo, etc. C'est ce que vous allez apprendre dans un CSA1, un cours de sécurité d'avalanche niveau 1. Ensuite de ça, s'équiper, c'est-à-dire porter sur nous un détecteur de victimes d'avalanche, porter dans notre sac une pelle, une sonde également. C'est les 3 éléments là, qui sont essentiels pour un sauvetage autonome. Puis ensuite de ça, je dirais aussi avoir un traîneau d'évacuation, des vêtements chauds, de l'eau, etc. pour gérer une victime qui serait prise dans une avalanche. Puis le 3e élément, c'est s'informer. Donc, aller voir notre bulletin d'avalanche. Dans les Chic-Chocs, là, on a la chance d'avoir un bulletin d'avalanche qui est émis quotidiennement. Donc, prendre le temps d'aller vérifier ça, puis prendre le temps d'aller vérifier la météo aussi là, avant d'aller en montagne. Nous, en fait, la particularité au Québec, c'est que nous, on ne fait pas de sauvetage. On s'occupe seulement de la prévention en amont. Donc, prévention au niveau de donner des cours, produire un bulletin d'avalanche. Mais je sais que et les services d'incendie et la Sûreté du Québec est intervenu, là, dans le fond, dans les 2 événements qu'il y a eu dans les Chic-Chocs en fin de semaine. Je sais aussi qu'au niveau de l'incident au Mont Lyell, il y a eu beaucoup de skieurs qui étaient présents sur place, qui ont donné un coup de main aux sauveteurs. Donc, ils ont entrepris les premiers soins là, rapidement, qui ont enveloppé la victime pour la garder au chaud, qui l'ont déplacée un peu pour la rapporter plus proche des secours. Donc, ouais, ça a été un gros travail d'équipe. Ben, nous, notre métier, dans le fond, c'est de faire un suivi du manteau neigeux tout au long de l'hiver pour savoir un peu s'il y a des croûtes présentes, l'effet du vent, des choses comme ça. Donc, on peut voir, là, ici, c'est la courbe de notre manteau neigeux qui grossit tranquillement avec l'hiver qui avance. Donc, on a de plus en plus de neige. Ici, on a le vent, donc plus la colonne est haute, plus on a eu des vents forts. Dans les Chic-Chocs, le vent, ben, c'est un élément très, très important. Ici, on a nos écarts de température. Ici, on a les précipitations, donc les quantités de pluie ou de neige qu'on a reçues à chaque jour, puis les indices de danger qui sont émis dans le bulletin qui sont liés avec ça. Puis nous, à la fin de chaque journée aussi, on vérifie si notre indice, après nos observations, avait toujours du sens. Parce que nous, c'est de la prévision, c'est comme la prévision météo. Des fois, il y a des erreurs, des fois, il y a des changements. On peut s'attendre à avoir une tempête, finalement, il y a moins de neige qu'anticipé. Donc, on fait des ajustements aussi en fin de journée là, sur l'indice de danger. Ça s'appelle le réseau d'information en montagne. Puis ça permet, dans le fond, aux gens de partager leur information, soit sur les conditions de neige en montagne ou s'ils ont vu des avalanches, été victimes d'une avalanche, déclenché une avalanche. Donc, c'est sur le site d'Avalanche Canada, donc avalanche.ca. Vous avez seulement à cliquer « Trouver le réseau d'information en montagne ». Vous pouvez produire des rapports là, un peu comme ça, où vous allez indiquer où vous avez pris vos observations, et puis donner un petit peu de détails sur les conditions, les avalanches. Avalanchequebec.ca, notre site web, c'est la source principale pour le bulletin d'avalanche. Entre autres, on a des ressources aussi pour avoir accès à des données de stations météo. Et puis, nos réseaux sociaux, autant Facebook qu'Instagram, souvent beaucoup d'informations là, qui sont passées aussi sur ces plateformes-là. Mario Lacombe de CEMA TV nous informe qu'une entreprise privée commanditera le complexe aquatique qui fera partie du vaste projet de centre culturel et sportif qui verra le jour à Montmagny. On écoute son reportage. Mardi, en présence des représentants de la MRC de Montmagny, du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud et de partenaires du projet de complexe culturel et sportif, la direction de Humano-Médical de Lillet avait une grande annonce à faire au public. M. Robert Dion, cofondateur et coprésident Opération Finance et Administration chez Humano-Médical. Pour nous, on est très fiers d'annoncer un partenariat avec le Centre de services scolaires Côte-Sud de Montmagny et la MRC de Montmagny. Un partenariat pour un investissement de 500 000 $ sur 25 ans pour la construction du centre aquatique humano-médical, qui va s'appeler Centre aquatique humano-médical à Montmagny, qui fait partie du centre Promutuel, qui va être en construction à partir de l'été qui s'en vient ici. M. Dion nous explique maintenant le partenariat entourant ce projet de centre aquatique humano-médical.
Pour maintenant, qu'est-ce que je sais que Desjardins est partenariat ainsi de Promutuel. Nous, on arrive avec le partenariat pour le centre aquatique, mais aussi en même temps, il y a la MRC de Montmagny et évidemment le centre de services scolaires de Côte-Sud qui travaillent sur ce projet-là depuis déjà plusieurs années. M. Dion nous explique également ce qui a motivé la compagnie à embarquer financièrement dans un tel projet. Pour nous, c'est important réellement de s'impliquer dans notre communauté. L'entreprise est née ici, dans la région, a grandi ici. En 2012, on a failli partir. Beaucoup d'employés, on a fallu couper des employés. On est reparti à ce moment-là avec 60 employés. Aujourd'hui, on est plus de 500 employés. Donc ça, c'est important de s'impliquer dans notre communauté. C'est un projet porteur pour la communauté, puis on est très fiers de faire partie de cette grande aventure-là. En terminant, M. Dion nous parle de la compagnie Humano Médical. Humano Médical, pour nous, comme on disait, c'est qu'on a reparti l'entreprise en 2012. Aujourd'hui, on est partout au Canada, partout aux États-Unis. On est dominant au Canada. On est au-dessus de 50 du marché canadien. On est à 6 du marché américain. On est en Australie aussi, avec un bureau là-bas. On est en Europe aussi. Puis on est en croissance tout le temps. Grâce à cette alliance entre le milieu des affaires et le secteur public, le futur complexe culturel et sportif Promutuel Assurance et le centre aquatique humano-médical deviennent aujourd'hui un symbole de la force collective des MRC de Montmagny et de Lillet. Mario Lacombe à Lillet pour CEMA TV, Information. Ariel Gauthier de CTB-TV était aux Galeries de Joliette à l'occasion d'un marathon de 24 heures de jeux vidéo au profit de 2 fondations qui viennent en aide aux proches aidants. Ici Ariel Gauthier, nous sommes aux Galeries de Joliette. Donc, le week-end dernier, c'est ici plusieurs jeunes, comme vous voyez derrière moi, qui ont disputé 24 heures de gaming. Donc, ils sont sur leur ordinateur, ils jouent aux jeux vidéo, et le tout dans le but de ramasser des fonds pour 2 fondations qu'on va vous présenter dans le reportage. Alors, suivez-nous dans cet événement qui a eu lieu ce week-end. Alors, on se retrouve aussi ici avec les organisateurs de l'événement, le LAN Paro Info, du LAN Paro Info. Alors, vous, là, c'est quoi que ça représente dans votre entreprise et pour vous en tant que personne, en tant qu'humain? Premièrement, c'est une façon de redonner à la communauté avec 2 organismes qui nous tiennent à cœur. Société d'Alzheimer, la FOP, les Répits de Gaby. C'est de nos clients, c'est des gens à qui on côtoie fréquemment. Donc, notre but, c'est justement de pouvoir amasser des fonds. Deuxième fonction aussi, c'est de faire sortir les gamers. C'est généralement des gens qui sont plus timides, plus casaniers, ça reste à la maison. Fait qu'en même temps, ça les fait sortir, ça fait sociabiliser. Ça fait, dans le fond, un bel événement. Puis en même temps, ça fait bouger aussi l'achat local au centre d'achat, une bonne communauté là, qui vient ici. C'est combien de gens en tout qui sont ici aujourd'hui? Présentement, on a 188 gamers, 25 créateurs de contenu, plus notre staff, on parle environ de 300 personnes sur place. Alors, qu'est-ce que ça fait un streamer dans la vie? Un streamer, ça divertit. Ça divertit comme chez beaucoup des gens plus âgés peuvent se poser la question, mais pourquoi on irait regarder un streamer? Au même titre que, mettons, dans la jeunesse, quelqu'un pourrait se dire pourquoi j'irais regarder la poule aux jeux d'or ou un jeu show. C'est un divertissement comme un autre, sauf que c'est un divertissement interactif. Tu peux jaser avec ton streamer, tu peux apprendre à connaître les autres personnes aussi dans le chat. Ça devient communautaire, ça devient collectif. C'est ça qui est le fun de streamer, c'est que tu n'es pas seul. Tu divertis, mais avec les gens. Qu'est-ce que ça représente un événement comme ça avec 25 créateurs de contenu? Ben, ça permet de dire au monde que ça existe, c'est là, et que gamer, c'est pas juste pour le monde qui sont dans leur grenier puis ils sortent pas de chez eux pendant 2 semaines puis ils se lavent pas. C'est pas ça que ça veut dire gamer. Ça veut dire qu'il y a différents types de jeux, différents types de joueurs. Puis ici, c'est un rassemblement qui célèbre le gaming à travers le pays. Alors, comme il a été expliqué plus tôt,
c'est plus de 25 créateurs de contenu qui sont ici derrière moi pour pouvoir faire sur leur plateforme en direct le bilan de qu'est-ce qui se passe ici. Donc, eux, ils vont récolter aussi des fonds de leur côté et ça permet d'apporter une visibilité aussi là, à plusieurs autres personnes qui ne pouvaient pas être présents à l'événement. On se retrouve ici avec les deux représentants des deux fondations qui sont affiliées à l'événement aujourd'hui. Alors, je vais les laisser se présenter. On va commencer avec vous. Bonjour, je m'appelle Mélissa Marcel, je suis la directrice de l'organisme Les Répits de Gaby au cœur de l'autisme. Donc, Les Répits de Gaby, ce que ça fait, c'est que ça offre du répit spécialisé aux familles vivant avec une personne autiste. Super. Et? Salut, moi c'est Marc Taillefer, en fait, de la Société d'Alzheimer de la Nadière, qui service directement aux personnes qui sont atteintes et à leurs proches aidants. Cool. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un événement de cette grandeur-là là, pour vos deux fondations? Bien, c'est sûr que ça représente plusieurs choses. Premièrement, ça met en lumière nos deux organismes d'être ici et ça ramasse des sous pour offrir du service direct pour les familles, les proches aidants avec lesquels on travaille aussi. Parce qu'on se ressemble quand même beaucoup comme nos deux organismes. Nous, on est en autisme. Eux, ils sont pour la Société Alzheimer. Mais tous les deux, on travaille avec les familles des personnes atteintes dans leur cas et les familles vivant avec une personne autiste dans mon pays. Puis, qu'est-ce qui vous intéresse, vous, de cet événement-là? C'est vraiment intéressant comme événement. Ça rassemble plein de gens de tous les groupes d'âge, des jeunes, des plus vieux, des passionnés, c'est rassembleur, tout le monde se rassemble pour jouer ensemble. Puis tantôt, je parlais justement avec des gens, là, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ma mère, mon grand-père, maladie d'Alzheimer, ça touche un peu tout le monde, nos organismes. Fait que de voir le monde se rassembler, c'est chaleureux, c'est le fun, c'est super sympathique. Donc, on est ici avec Gurki, qui est quand même une grosse personnalité dans les créateurs de contenu. Qu'est-ce que ça représente pour toi de venir faire un événement comme ça? Bien, pour moi, c'est une tradition de venir ici parce que je fais partie de la team Paro et Paro Info, c'est eux qui organisent l'événement. Donc, depuis plusieurs années, je pense que ça fait 3 ou 4 ans, je viens ici avec le reste de la Stream Team. On fait une levée de fonds, on participe, on en profite aussi pour rencontrer les gens. C'est vraiment un super événement pour la bonne cause. Super. Qu'est-ce qu'on aimerait ça partager aux gens par rapport les valeurs qu'on aimerait partager avec cet événement-là? Bien, je pense que c'est la communauté, c'est le fait de se rassembler. Tous les gens qui parfois peuvent être isolés, quand on joue aux jeux vidéo, des fois on est un peu isolé chez nous. Bien là, c'est un bon prétexte pour se réunir, rencontrer ses amis, sortir de chez soi, puis en même temps lever des fonds. C'est dur à battre. Alors, c'était tout pour le LAN Paro Info. Donc, comme vous avez pu voir, là, ça a un très gros impact dans la communauté, que ce soit gamer ou pour les gens qui écoutent à la maison, là, grâce à ces créateurs de contenu. C'est plus de 2 millions d'abonnés là, en tout combiné avec tous les créateurs de contenu et 4200 heures de jeux vidéo qui ont été disputés aujourd'hui. Et le tout pour des organismes qui font la différence dans la société. Alors, on espère que vous avez aimé rejoindre ce LAN Paro Info. On se retrouve l'année prochaine. Grâce au don d'un patient aujourd'hui décédé, une salle de soins palliatifs est maintenant disponible à Forestville, alors qu'auparavant, ces soins de fin de vie n'étaient disponibles qu'à Bécomo. Joanie Gaudreau, de la Télévision du Littoral. C'est grâce aux dons de Pierre Bouchard et de sa conjointe Sylvie Huard effectués en début d'année 2025 que la chambre de soins palliatifs a pu être réaménagée. M. Bouchard est malheureusement décédé d'un cancer le 10 avril 2025 à l'âge de 68 ans, mais sa mémoire, elle, continue de vivre. L'inauguration de la chambre a été réalisée le 14 avril au Centre multiservice de santé de services sociaux de Forestville, comme le mentionne la directrice générale de la Fondation, Chantal Asselin. Oui, aujourd'hui, grâce à un don de M. Pierre Bouchard et de Mme Sylvie Huard, on a pu réaliser l'aménagement de la salle de soins palliatifs ici au CMS de Forestville. Donc, ce qu'on veut mettre en lumière par cette inauguration-là, c'est lorsque les gens d'ici donnent ici, à la Fondation Santé Manicouagan, on refait les projets 100% ici. Tout est investi en région pour le développement des soins et des services de la région. Le don servira à bien accompagner des personnes et des familles dans l'un des passages les plus sensibles de leur vie. Bien évidemment, ce qu'on se faisait, on avait quelqu'un qui nous témoignait tout à l'heure que la personne demeure à Forestville, puis avant, il y avait juste une maison de soins palliatifs à Bécomo. Fait qu'elle devait
à chaque jour se déplacer à Bécomo, mais elle, sa résidence est ici. Fait qu'on évite des déplacements. L'autre dame qui nous a témoigné, sa mère était ici, est allée la chercher. Elle a pu faire les 10 derniers jours de la fin de vie de la maman ici. Elle pouvait retourner chez eux pour dormir, elle pouvait manger, se reposer un peu, mais elle était proche de sa mère dans les 10 derniers jours, fait que c'était vraiment important. La chambre se veut un lieu apaisant, chaleureux et parfaitement adapté aux besoins des personnes qui y séjournent. Elle a été repeinturée et de la décoration a été ajoutée. La chambre et le salon des familles ont été actualisés pour offrir davantage de dignité et de réconfort aux usagers. Des rideaux, des luminaires et de la literie font également partie des éléments nouveaux, en plus de l'ajout d'une armoire avec lavabo intégré. Cette mise à jour attendue a été rendue possible grâce à l'implication de beaucoup de personnes, y compris celle de la coordonnatrice du territoire de la Haute-Côte-Nord pour le CIS de la Côte-Nord, Sandra Deschaines-Maltais. Dans le fond, la chambre de soins palliatifs, il y a le salon des familles, la chambre. C'est offert autant aux résidents qu'à la communauté ici à Forestville. Donc, tout le monde en profite, autant les familles que les résidents permanents ici au CHSLD. Selon la coordonnatrice, l'amélioration de la chambre permettra aux gens de la Haute-Côte-Nord de rester près de leurs proches à un moment où leur présence est essentielle et aussi de consolider sa mission première, offrir une vie dans la dignité au sein d'un environnement adapté et apaisant. La Fondation de santé et de services sociaux de Manicouagan couvre aussi le territoire de la Haute-Côte-Nord. Elle souhaite développer des liens plus étroits avec la Fondation de la Haute-Côte-Nord. La Fondation de la santé Manicouagan et Côte-Nord, on couvre le territoire Sacré-Cœur et Baie-Trinité, mais maintenant, on va travailler aussi avec la Fondation Côte-Nord pour la réalisation de projets. On a mis en place un processus officiel plus rigide, plus structuré pour être capable de discerner un projet par rapport à un autre. On a beaucoup de demandes, donc c'est important pour nous que la population soit derrière la Fondation pour nous permettre de réaliser tous les projets qui nous sont soumis. Les projets sont soumis autant en hébergement, pour la protection de la jeunesse, pour l'hospitalier, l'oncologie. Des fois, les gens ne voient pas tous les domaines qu'on couvre, la Fondation, mais c'est tout ce que couvre le CIS, le Centre des services sociaux. Donc, tout ce qui passe par le CIS, on peut réaliser des projets concrets pour les gens d'ici. L'organisme ne reçoit pas de subventions pour réaliser ses projets. Elle compte sur les dons comme celui de Pierre Bouchard et Sylvie Huard. Il existe plusieurs façons de donner, soit sur la page Facebook de la Fondation, sur son site Internet ou encore en lui téléphonant directement. Le plus grand événement de la Fondation, la randonnée Vélo-Santé à Alcoa, qui a lieu, dans le fond, au mois d'août, qui couvre les cyclistes, les 106 cyclistes qui vont prendre le départ vont couvrir de Sacré-Cœur à Baie-Trinité. C'est symbolique, c'est pour montrer que c'est ce territoire-là qu'on couvre comme événement. Donc, vous allez voir sur la page, si vous allez sur Internet, randonnée Vélo-Santé Alcoa, vous pouvez choisir un participant, faire un don à un participant. Chacun doit récolter 1 500 $ pour la Fondation. Donc, c'est quand même des gros sous pour chacun des participants. Fait que merci si vous voulez encourager un cycliste. C'était Joanie Godreau à Forestville. À Sébec, le projet de résidence Bien vieillir chez soi pourrait se réaliser au cours des prochains mois, après 3 longues années de consultation et de préparation des demandes de subventions. Carl Blanchette de la télévision de la Matapédia fait le point sur ce dossier avec Marcel Belzile, président du conseil d'administration de la maison Bien vieillir chez soi. Aujourd'hui, on parle d'un projet qui pourrait transformer la façon de vieillir en région. À Sébec, la maison Bien vieillir chez soi souhaite offrir une résidence innovante pour les personnes aînées, adaptée à des petites municipalités. Pour en discuter, on reçoit le président du conseil d'administration et ancien maire de Sébec. Bonjour, M. Belzile. Bonjour, M. Blanchette. D'abord, pour rappeler aux gens, comment est née l'idée de créer la maison Bien vieillir chez soi? Je vais tenter de faire un historique très court. Ouais. C'est la fermeture de la Villa Georges Fournier et Mont-Repos qui a obligé le maire de Sébec à une rencontre avec la ministre de l'époque, Marguerite Blais. Au sortir de cette rencontre-là, il y a un fonctionnaire qui était là, du CIS Bas-Saint-Laurent, qui m'a tendu la main. Il m'a dit, Monsieur le maire, on a probablement des idées communes, on devrait travailler ensemble. Et là, il est parti un comité avec le CIS Bas-Saint-Laurent, quelques gens du milieu, le maire de Sébec, dont j'étais à l'époque, et on a été retenus finalement par le collectif régional dans le recherche-action du Bien vieillir chez soi du collectif de développement régional du Bas-Saint-Laurent. Et là, il est parti un comité de pilotage qui nous a amenés à
ce que nous sommes aujourd'hui, à faire toute une réflexion pendant 3 ans pour amener le projet qu'on parle aujourd'hui. OK. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce projet-là de maison pour personnes âgées versus les autres qu'on connaît normalement, là? Bien, d'abord, c'est un projet qui est issu d'un comité de pilotage, comme je disais tantôt, une recherche-action. On a bénéficié d'un certain montant pendant 3 ans pour organiser avec le CIS-Bas-Saint-Laurent. La SHQ a été mêlée à l'occasion. Ça a été avec le ministère de la Santé. On a le GRT, les habitations de l'Est, populaire de l'Est. On a une recherchiste qui est sur le comité et on a des experts de vécu. Puis moi, j'étais là en tant que maire. La MRC de Matapédia, on avait un représentant également. Donc, tout ça a fait qu'on a pendant 3 ans cogiter, informer, travailler en même temps le projet que de faire la recherche-action pour trouver la meilleure alternative qui collerait à une réalité matapédienne, oui, mais qui pourrait être retransmise ou recopiable dans d'autres régions éventuellement. Alors, c'est là que vient l'idée. Pourquoi on est différent? C'est parce que dès le départ, on a mis un enjeu important. Il fallait que ce soit un milieu de vie attrayant, motivant. Il fallait que ce soit intergénérationnel. Il fallait que ça s'intègre au milieu, particulièrement dans la Matapédia, mais au milieu. Puis l'idée de base, avec les proches aidants, oui, mais l'idée de base était d'avoir des unités ou des unités de logement suffisamment grandes pour être capable d'avoir les proches aidants à l'intérieur de nos murs, d'une part. Puis en même temps, permettre de faire avancer le projet dans le sens de rendre ça abordable pour tout le monde. Et c'est là qu'est venue l'idée d'aller vers des gens semi-autonomes, non autonomes, ce qui n'exclut pas qu'il y aura des gens un peu plus autonomes à l'intérieur des murs pour la mixité, avec une garderie qui est intégrée, donc au niveau intergénérationnel. Puis en partant aussi, c'était basé sur tout un aspect ergonomique. C'est un bâtiment qui est vraiment particulier, avec 37 % d'air ouvert, avec 3 maisonnées, des salles à manger, des cuisines, avec une grande cuisine aussi également, et qui fait en sorte que c'est un milieu de vie intéressant, qui fait la transition entre la personne qui reste dans la maison et qui s'en vient dans je dirais, dans la maison bien vieillir chez soi. Bien, il va s'en venir dans la maison. Puis quand il va rentrer dans la maison, bien, il va être là jusqu'à la fin de sa vie. Okay. Donc, il n'y aura pas de déménagement. Il est là et les ressources professionnelles de santé s'intègrent à tout point de vue à la situation de la personne qui vieillit, évidemment. Okay. Alors, c'est la beauté du projet. Puis aussi, ces loyers-là, c'est prévu que ce soit accessible à des plus faibles revenus. Comment est-ce qu'on peut rendre ça possible? Parce que c'est quand même des soins qui coûtent cher. Là. Oui, bien, on rend ça possible. C'est qu'il y a déjà une entente de principe avec le CIS-Bas-Saint-Laurent via le ministère de la Santé, à l'effet que, au lieu de travailler à la pièce avec eux sur le personnel et tout ça, c'est une entente qu'on a fait préalablement qui va être gérée par l'organisation dont nous sommes, la Maison Bien Vieillir chez soi, avec des budgets annuels, mais c'est nous qui allons gérer tout ça. Ce projet-là réunit quand même plusieurs partenaires. Là, on parle de la MRC, le CIS, puis bien d'autres. Là. Oui. Donc, comment tout ce monde-là travaille ensemble? Là? Ça doit être beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres. Ça doit demander beaucoup de temps. Là. Je peux vous dire que c'est une beauté. C'est une beauté de voir ces gens-là travailler. On a tous un but commun, un objectif commun. C'est vraiment merveilleux. Je peux vous dire qu'en moyenne, là, on aurait chaud comme 15 à 18 rencontres par année, en moyenne. Okay. Alors, ça vous donne une idée, là. Puis entre les réunions, il y a du travail, de tête qui se fait, puis du travail de toutes sortes, là. Effectivement. Mais c'est vraiment merveilleux. Il y a une synergie incroyable. Et on va tous dans le même sens et ça va très bien. Ouais. Là, le projet, il en est rendu où? Est-ce que le financement est complet? Est-ce qu'on est proche d'une première pelletée de terre? Là? On est rendu où? La question est excellente. Je vais vous faire une nouvelle. C'est que
Aujourd'hui, on est le 21 et je peux vous dire qu'on entend déposer à la SHQ d'ici la fin avril. On est déjà en démarche. On nous dit que les ondes sont bonnes de ce temps-ci pour ça. Ouais. Et on fait la même chose avec Maison Canada et on a pris nos précautions. C'est pour ça qu'on est capable d'affirmer qu'on va le faire à peu près en simultané. Puis il existe un comité interfédéral-provincial qui fait le choix. Donc, il semblerait que les planètes s'alignent bien pour nous. Ouais. On espère avoir des réponses intéressantes. Puis pour le montage, oui, le montage financier est fait. On a déjà un contributeur très, très important, mais il nous manque honnêtement pour ajuster notre budget de construction. Il nous manque encore des sommes, donc on lance, on a déjà commencé des démarches, mais on va lancer des demandes d'aide financière pour des partenaires financiers à notre projet. Okay. Mais le projet, on peut dire au moment où on se parle, le montage financier qui est fait nous permet de dire qu'on est capable de réaliser le projet. Puis là, si tout va bien, que tout est accepté, on peut s'attendre à l'arrivée des premiers résidents quand environ? Bien, c'est sûr qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Si la réponse est assez rapide des deux paliers de gouvernement, d'une part, qu'on a une réponse, exemple, au cours du printemps, début d'été, bien, nous, on n'a pas à aller en soumission. On a déjà notre contracteur avec du modulaire, du préfab modulaire. Donc, on est déjà prêt. Les plans et devis sont faits. Tout est là. Okay. Même la pérennité au niveau des budgets d'opération, tout est là. Alors, évidemment, nous, on se lance et on espère, bien sûr, qu'à la limite, qu'on fasse une pelletée de terre au printemps 2027 pour une construction imminente en 27, puis l'entrée des personnes aînées, on souhaiterait bien ça au plus tard à l'automne 27. J'imagine qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont intéressées à aller rejoindre la résidence quand ça va être ouverte. Bien, c'est évident que nous, on n'a pas recueilli de liste au moment où on se parle, mais on sait de la part du CIS Bas-Saint-Laurent, qui contrôle en fait toutes ces données-là, qu'il y a un engouement. C'est vraiment primordial et crucial qu'on réalise ce projet-là à court terme. Jean-Denis Lapérière de la télévision du Rocher-Percé était à la fête soulignant le 100e anniversaire de Mme Jeannette Rogers-Boulay, qui a œuvré toute sa vie au développement de sa communauté. Bonne fête, mamie, bonne fête, mamie. Le 18 avril dernier, la Ville de Farbeau était en fête. Jeannette Rogers-Boulay, présidente du CHSLD, a franchi le cap vénérable dès 100 ans. Née en 1926, elle est aujourd'hui reconnue comme une bâtisseuse de notre communauté, un hommage d'ailleurs souligné par le représentant de la Ville de Grande-Rivière, Denis Baudin. À la Ville de Grande-Rivière, on trouve important de souligner les centenaires. Ils sont de moins en moins nombreux, il faut se le dire. Madame Boulay, Madame Jeannette Rogers, je la connais. Elle fait partie de nos ancêtres, la Grande-Rivière. C'est une bâtisseuse. Derrière le protocole et les fleurs se cache une femme de caractère. Pour ses proches, Jeannette n'est pas seulement une centenaire, c'est le pilier qui a tenu la barre d'une famille nombreuse avec un cœur immense, comme le rappelle son fils Gilles Boulay, évoquant une maison familiale où la porte était toujours ouverte. Ah, ma mère, c'était une femme de tête, une femme qui tenait le budget, une femme qui faisait le ménage, la maison, nous envoyait à l'école, nous habillait. Mon père travaillait, emmenait l'argent à la maison, puis ma mère gérait pas mal. C'est une femme, elle gérait la maison, mais très bien, du bon sens, le sens positif. Une femme au très grand cœur, elle recevait du monde à la maison. Là. La maison était toujours pleine. On a déjà vu des fois, on était couchés partout dans la maison. Là. Il y avait du monde à la grandeur de la maison. Comme en témoigne Margelle Cauvier, cette force tranquille, elle l'a aussi partagée avec ceux qui ont grandi à ses côtés, créant des liens où le voisinage n'hésitait pas à lui donner un coup de main pour les petits soucis du quotidien. C'était une personne, jamais qu'on entendait parler de cette personne-là, autant son mari que lui. C'était du monde vaillant, c'était du monde là, qui ont élevé les enfants, là, je dirais pas
avec les bonnes manières, comme on dit. C'est que elle était adorable. Puis d'ailleurs, ma belle-sœur l'a fréquentait jusqu'au dernier jour qu'elle est rentrée ici, puis même nous autres aussi. Je vais aller y rendre service, arranger sa télévision, réparer toutes sortes de petites patentes. C'était vraiment quelqu'un de proche pour la famille des Covier. Ça a été le moment pour le personnel du CHSLD de souligner un siècle d'expérience et de sagesse. Ce parcours de vie remarquable témoigne d'un siècle riche en expérience, en souvenirs et en sagesse. En cette journée mémorable, nous souhaitons rendre hommage à cette étape exceptionnelle et exprimer notre profonde reconnaissance. C'était Jean-Denis Laparrière à Chandler. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Un costumier communautaire vient d'ouvrir à Donnacona, à la Pointe-aux-Écureuils, grâce à de multiples donations, afin d'offrir aux troupes de théâtre amateurs et aux organismes un très vaste choix de costumes. Arthur Bordelot, de CJSR, a visité ce costumier hors de l'ordinaire qui présente également une exposition sous forme de cabinet de curiosité. C'est au relais de la Pointe-aux-Écureuils qu'a eu lieu jeudi dernier le lancement d'un costumier communautaire. C'est une idée qui a jailli à travers les gens qui sont acteurs, en fait, dans le comté de Portneuf. Il y a des gens qui ont dit « ça serait le fun peut-être d'avoir un lieu commun pour réunir des costumes. » C'est un costumier communautaire, fait que ça s'adresse aux compagnies de théâtre amateurs, même professionnels, les chorales, des troupes de théâtre à l'école. En fait, on veut vraiment que ça soit accessible pour tous. Pour l'instant, on fonctionne avec des contributions volontaires, fait que c'est vraiment, on donne ce qu'on peut, puis on essaie de trouver ce qui convient aussi pour le projet. Alors, il y a eu des gens qui ont vu, qui ont apporté des costumes. On a fait un appel à tous. On a même eu une subvention de la MRC qui supporte et valorise les costumes dans le comté. Un inventaire de costumes assez conséquent a été acquis pour démarrer ce projet. Une partie de cette collection vient du fonds de costumes des productions Marie-Stella. Bien, l'ancienne collection appartenait à une compagnie d'animation jeunesse aussi, qui s'appelait Marie-Stella. C'est tombé à l'eau parce que Madame Marie-Christine Morin est partie trop tôt. Alors, son garçon a dit, écoute, moi, j'ai un costumier, est-ce que ça vous tente? Alors, on a levé la main et puis on a pu démarrer le costumier avec ça. Ce n'était pas le seul projet annoncé durant ce 5 à 7. En parallèle avec le lancement du costumier, avait aussi lieu la présentation d'une exposition mélangeant costumes d'époque et photos d'archives. Elle sera présentée durant l'été. En fait, on y allait avec ce qu'on avait dans le costumier. Fait que c'est sûr qu'on a beaucoup de 1930, 1940, mais on a quand même dans les accessoires hommes une période des années 70. Fait qu'on retrouve un peu des accessoires d'un peu toutes les époques. L'exposition, donc de fil en aiguille, va se tenir dans la nef durant l'été. Alors nous, on a la chance d'avoir un emploi d'été Canada avec un étudiant qui va être ici pour servir de guide pour pouvoir animer cette exposition-là et puis donner les consignes de base et tout ça. Et en plus de notre petit musée qu'on a sur les écureuils dans le jubé en haut. Donc, ça va être un complément des visites que les gens pourront faire lorsqu'ils vont venir ici au relais cet été. Et on a fait ça sous forme de cabinet de curiosité. Fait que c'est quatre vitrines. On parle des gants, des accessoires pour hommes, des maillots de bain et, mon Dieu, les chapeaux. L'idée, c'était vraiment de faire un lien avec les archives de Portneuf, puis des liens avec notre costumier. Fait qu'on a des petites bribes d'histoire du costume, mais aussi de la région. Fait que c'est vraiment intéressant parce qu'on a essayé vraiment de couvrir tout le territoire avec nos photos. On peut visiter le costumier, on peut prendre rendez-vous. Appelez-nous aussi au relais de la Pointe-aux-Écureuils. Et puis ça va nous faire plaisir de prendre rendez-vous avec vous et d'aller voir un peu vos besoins. C'était Arthur Bordelot, depuis Donnacona, pour CJSR. Nous vous présentons maintenant un reportage réalisé par une finissante du programme Arts et technologies des médias du Cégep de Jonquière durant son stage à TVCO. Soulignons que la journaliste Clarisse Menant a réalisé de A à Z ce reportage sur le 5e anniversaire du laboratoire vivant Le Potager à Baie-Saint-Paul.
En juin 2021, en pleine pandémie, lors d'une première journée de plantation, le potager est né. Le potager de Baie-Saint-Paul a bien poussé et fête son 5e anniversaire. L'heure est donc au bilan pour ce jardin communautaire de Maisons-Mères. À chaque année qui s'est passée, on a essayé d'apprendre de l'année précédente pour être capable d'avoir une itération suivante plus intelligente, pour être capable de mieux cadrer les bénévoles qui veulent venir s'impliquer dans le projet, pour être capable de rajouter des organismes et des intervenants qui puissent profiter de ça, parce que finalement, en bout de ligne, c'est une plateforme. Il faut qu'elle soit utilisée par des gens de la communauté. Donc, une partie de mon travail, ça a été de faire des liens dans la communauté pour être capable de rendre le jardin de plus en plus achalandé, de plus en plus fonctionnel. Disons, les 2 premières années qui ont été plus difficiles, puis les trois dernières années qui ont été assez fulgurantes au niveau du développement. Donc, ça nous a permis d'avoir finalement assez de superficie puis une base de projet assez solide pour maintenant être capable de faire des projets puis d'accueillir des groupes dans le jardin. Donc, on peut penser que les prochaines années vont être très fertiles en activité et en fréquentation. Ce projet a aussi été depuis 2021 un terrain de recherche pour l'Université Laval, une occasion de mieux comprendre et de faire rayonner le patrimoine social des petites franciscaines de Marie. Puis le laboratoire vivant, c'est simplement une équipe qui, avec les partenaires locaux et régionaux, débarque en ville, suit les participants, donc leur pose des questions, fait des relations entre les participants, puis identifie ce qui fonctionne bien et ce qu'on doit améliorer de la pratique de l'agriculture de proximité dans Charlevoix, ce qui fait que le jardin se transforme en outil d'amélioration ou d'innovation continue. Ceux à l'origine du potager sont fiers de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il s'achemine vers une maturité plus certaine aujourd'hui, avec la diversité des participants, des activités des partenaires. Donc, c'est très, très, très agréable à voir. Puis je pense que pour l'avenir, Baie-Saint-Paul dispose de ce qu'on appelle une aménité, donc un service d'intérêt public qui présente une grande valeur ajoutée maintenant. Là. On s'en va vers là. Pour l'avenir, les membres du potager aimeraient réaménager la parcelle d'accueil pour créer une zone d'ombrage, augmenter la quantité d'équipements adaptés pour les personnes à mobilité réduite et les aînés, et développer un plateau de travail en horticulture pour former des gens qui pourront aider les maraîchers locaux. Mon vœu le plus cher, et c'est une vision qui est peut-être à plus long terme, mais je vois vraiment bien une serre communautaire, une serre éducative qui pourrait à la fois servir à la ville de Baie-Saint-Paul qui voudrait produire leurs annuels. Donc, je pense qu'il y a un projet avec des partenaires qui serait très bien faisable ici. On a une usine de biomasse qui ne fournit pas à pleine capacité qui pourrait chauffer cette serre-là. On a déjà des groupes scolaires, on a déjà des organismes qui fréquentent le potager. Donc, ma vision que j'aimerais porter dans les prochaines années, disons le dernier gros morceau que j'aimerais léguer au projet, ce serait d'implanter une serre communautaire. Autre nouveauté annoncée, le potager lance pour son anniversaire une campagne de dons en invitant les citoyens à soutenir concrètement le projet. Évidemment, comme tous les organismes, c'est toujours difficile d'obtenir du financement, plus particulièrement du financement à la mission. On trouvait que c'était important d'avoir un programme de type les Amis du potager où les gens peuvent prendre une carte d'Amis du potager et donner une contribution sur 1 an, 2 ans ou 3 ans à différents paliers selon leur capacité financière. L'édition 2026 du potager sera rendue publique prochainement avec une programmation accessible à tous, offerte chaque dimanche de mai à octobre à proximité du marché public. Pas moins de 33 équipes regroupant plus de 350 joueuses de volley-ball des niveaux secondaires 1 et 2 ont participé au championnat régional scolaire qui se déroulait à Passepébiac et Simon Thériault de Télévague y était. Pendant la fin de semaine du 18 et 19 avril, l'école polyvalente et le complexe sportif de Passepébiac vibraient au rythme du volley-ball scolaire régional en accueillant 33 équipes et plus de 350 joueuses Benjamin D4. Retour sur un événement d'envergure qui a mobilisé bien des bénévoles. Des explications de Marc-Éric Lambert, organisateur du tournoi. À la demande du RSEC de l'Est du Québec, ils nous ont demandé d'accueillir le régional D4. Dans le fond, c'est que
c'est la catégorie Benjamin qui comprend des secondaires 1 et 2 uniquement. Nous, ici à l'école, on a 2 équipes Benjamin. On a notre équipe de Passepébiac 1 qui participait au Détroit il y a 2 semaines à Amqui, qui est comme, si je compare au hockey, au gladiateur double lettre. Alors qu'en fait de semaine, le calibre de jeu est comme les Flames de Passepébiac dans le calibre A. On en reçoit 33 équipes en fin de semaine à Passepébiac. 33 équipes? 33 équipes pour un total de près de 400 joueuses, à part les accompagnateurs, les coachs, les parents. Fait que, on est sur 2 plateaux. On a 3 terrains ici à Polyvalente de Passepébiac, 3 terrains au complexe sportif. Ça demande quoi un peu comme organisation pour un tel événement? Bien, de un, ça prend une direction, aussi des collègues de travail dans l'école qui sont ouverts à collaborer, passer leur classe, parce que tous ces élèves-là, bien, ils dorment ici. Oui. Ça prend une concessionnaire de cafétéria prête à accueillir une foule nombreuse. On faisait un petit calcul pour s'amuser. C'est environ une assiette aux 20 secondes qui sort pendant les repas. Ah ouais? Fait que c'est exceptionnel. Ah ouais. Donc, ils ont une équipe de travail, eux aussi, pour livrer la marchandise. On a une équipe de conciergerie qui doit rendre l'école belle et agréable. J'ai une équipe de bénévoles. On est environ une quarantaine avec les jeunes qui s'impliquent. Donc, des marqueurs, mes jeunes Benjamin de l'équipe Détroit, justement, qui étaient à l'accueil hier pour accueillir les équipes, conduire les équipes à leurs locaux, leur expliquer notre déroulement. Et moi, puis mon équipe de coach qui comprend aussi Kevin Woods, Éric Aubu qui m'ont aidé à monter les terrains. On a l'équipe à M. Christian Bourque au complexe sportif qui ont monté les terrains à l'Arena. Donc, c'est une grosse équipe autour d'un événement de cette ampleur. Grosse organisation. Oui, Puis là, effectivement. Tu as un autre événement, un gros événement qui s'en vient prochainement aussi. Là. Oui, en fait, semaine prochaine, en fait, semaine, c'est vraiment régional, alors que la semaine prochaine, c'est local. C'est de Matapédia à Grande-Rivière. Qui est quand même pas mal d'équipes aussi. Oui, on accueille encore plus gros, on accueille une 50aine d'équipes. Mais là, c'est du Benjamin, cadet, cadette, juvénile gars, juvénile fille. Donc, mais juste de l'intérieur de notre commission scolaire. Oui. Puis en parlant de tes benjamins, il t'en a qui sont ici aujourd'hui, qui t'aident aussi là, comme bénévoles. Oui, nos benjamins, justement, puis qui viennent d'aller représenter l'Est du Québec, la Gaspésie, aux championnats provinciaux à Trois-Rivières. Donc, les petits gars, en fait, semaine passée, ils étaient à 10 heures de route d'ici. Ouais. Ils ont fait leur semaine d'école, puis à matin à 8 heures, ils étaient prêts à marquer les points. Puis même hier, ils accueillaient les équipes aussi. C'est des passionnés de volleyball. C'est des passionnés, On va en parler de leur belle saison. Là. Ils ont pratiquement tout raflé là, dans la région. Puis ce qui les a apportés justement au provincial. Là, tu peux me parler de leur belle saison qu'ils ont faite, ces benjamins-là. Oui, nos garçons qui étaient à leur première année au réseau du sport étudiant. Cette année, ils ont eu une fiche de 35 victoires, 1 défaite. Leur seule défaite a été leur dernier match de la saison en finale pour la médaille d'or contre les Îles. Impressionnant. On avait gagné le premier match, on a échappé le deuxième, puis le troisième est allé en prolongation. Puis, ça peut aller d'un bord puis de l'autre. Oui, on a eu 3 points de match, on n'a pas pu finir le travail, puis les Îles ont eu une occasion, puis ils ont été opportunistes. Mais c'était un bon match, on ne pouvait pas être déçu des gars. Pour une première saison, c'était exceptionnel. C'est ça. Puis par le fait aussi qu'on a eu une invitation pour aller aux provinciaux, étant donné leur belle saison, puis ça a très bien été là-bas aussi. C'était une bonne expérience pour les jeunes aussi. Exceptionnel pour les jeunes, pour les coachs, mais aussi pour les parents qui nous ont accompagnés là-bas. Oui, bien, je peux peut-être nommer Marie-Ève, Ronald aussi, qui t'ont aidé, que j'ai vu, là, qui étaient là présents avec les jeunes, toujours. Des membres essentiels au bon fonctionnement d'une équipe. Marie-Ève Labourdet-Huard, qui a monté un comité de parents. En une semaine, ils ont ramassé beaucoup de sous pour nous permettre d'aller représenter la région. On a fait faire des vestes aux jeunes, des chandails capuchons.
Puis on peut voir que les jeunes sont très fiers et ils les portent pratiquement à tous les jours. J'en doute pas. Sinon, Ronald, qui était mon entraîneur, parent accompagnateur, mais qui s'est transformé en Non, c'est ça qui était là. entraîneur motivateur. Ouais. Les jeunes l'apprécient énormément. J'ai aussi Rudy Duguay qui m'a aidé dans les pratiques ici à l'école. Il a passé beaucoup de temps à préparer les gars. J'ai Eric puis Kevin aussi, Régis le brasseur, Eric au but. Je voudrais souligner l'apport exceptionnel de Valérie Boudreau. C'est elle qui coordonne toutes les activités qui se passent au complexe sportif. Donc, à tous les fins de match, elle doit m'envoyer une copie du match pour que je peux rentrer ça sur le site du RSEC afin que le site comptabilise les matchs pour les matchs de demain. Fait que Valérie, elle gère de l'autre côté les marqueuses, les navettes, parce qu'on a des navettes qui fait l'aller-retour école-complexe. C'est le maître d'œuvre dans le complexe sportif. Je te remercie bien gros. Puis, je souhaite beaucoup là, pour votre club de volleyball, le Rouge et Noir, que ça continue avec les années. Ça fait un bout que vous existez, vous êtes connu. Le Passepbiac est reconnu pour son calibre fort de volleyball. Donc, on va souhaiter que ça va dans la continuité. Bon, je vous remercie beaucoup, M. Thériault. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.